Bonsoir à tous. Ceux qui sont familiers du Centre culturel Jean Villa savent que j'y prends très rarement la parole et j'ajoute que je la prendrai très brièvement. Je voudrais d'abord me réjouir que cette salle soit pleine et d'y voir autant de jeunes visages. Non seulement celui de Simon, petit-fils de notre invité, de notre conférencier, Élie Buzyn, que je salue tous les deux, comme je salue les deux dames qui, elles aussi, ont traversé cette épreuve incommensurable, inqualifiable de la déportation. J'y reviendrai dans un instant. Mais je voudrais d'abord me tourner vers Sylvaine Leblanc. Je ne ferai pas à Sylvaine Leblanc l'injure de la présenter au public qui est ici. Chacun d'entre nous sait, je crois, l'artiste exceptionnel qu'est Sylvaine Leblanc. Si par extraordinaire, certains ne le savaient pas, je vais juste vous dire en quelques mots quelques facettes de ce talent. D'abord, Sylvaine Leblanc est une des grandes spécialistes d'un de nos plus grands peintres français, Nicolas Poussin. Elle est copiste au Louvre. Elle vous fait, si j'ose dire, des poussins à s'y méprendre. J'ai notamment vu les 4 saisons, qui sont quand même des toiles extrêmement riches, extrêmement subtiles. C'est littéralement magnifique. Mais Sylvaine a aussi une capacité créatrice. Je crois pouvoir dire qu'elle dessine et qu'elle peint absolument ce qu'elle veut. Je le dis d'autant plus volontiers que, la connaissant depuis de nombreuses années, j'ai eu la chance de faire l'acquisition de quelques-unes de ses œuvres, dans des genres très différents, du figuratif au pastel, en passant par des œuvres un peu plus figuratives, mais quand même très japonisantes. Vous voyez à quelle branche et à quel ciel je pense à cette minute. Sylvaine est venue me voir, est venue nous voir, avec Emmanuel Rampazzo, maire adjoint chargé de la culture, avec Cécile Deleplanque, maire adjointe et présidente du Centre culturel Jean Villa, pour nous parler de ce projet magnifique, qui est un projet qui l'habite depuis très longtemps. Elle voulait rencontrer des survivants de la Shoah, à la fois pour, j'allais dire, les apprivoiser, se laisser apprivoiser par eux et les laisser s'apprivoiser, pour créer ce lien de confiance et d'attention mutuelle qui débouche sur ce que vous avez vu, sur ce que vous allez voir, sur ce que vous pourrez voir dans les coursives de ce centre pendant plusieurs semaines, c'est-à-dire des portraits magnifiques à la pointe d'argent qui a cette caractéristique qui est à elle seule un message magnifique de devenir de plus en plus forte au fil du temps, et ce, sur plusieurs décennies, je m'en suis assuré il y a un instant. Vous avez déjà vu ces portraits, vous les regarderez en sortant, vous reviendrez les voir, vous emmènerez vos amis, et notamment vous tous les jeunes ici, voir ces portraits, et vous verrez à quel point ils sont saisissants de vérité et saisissants d'humanité. Et je me tourne maintenant vers nos invités, que je remercie profondément d'être ici. Je voudrais d'abord saluer Madame Lili Lénienne, Lili, si vous me permettez, qui nous vient de Lille. Et nous avons évoqué la maison de la rue Princesse, la maison natale du général de Gaulle. Mais lorsque je l'ai évoqué, je ne savais pas, vous me l'avez confié à l'instant qui a suivi, qu'à Ravensbrück, vous étiez dans le bloc 31 et que celle qui était juste à côté de vous s'appelait Geneviève Antonios de Gaulle. C'est beaucoup plus qu'un hasard, c'est une belle rencontre, c'est un magnifique symbole. Je voudrais saluer Esther Senot, Esther, si vous me permettez, qui, elle, a été à Auschwitz pendant très longtemps. Sylvaine dira davantage sur chacune d'entre vous. Je lui laisserai le soin de le faire. Elle vous connaît mieux que moi. Permettez-moi simplement de vous remercier de votre présence ici ce soir, dans un contexte compliqué, d'être venu avec des membres de votre famille, que je salue aussi. Et puis, bien sûr, je voudrais saluer tout spécialement Élie Buzyn. Élie Buzyn a écrit un livre, il vient de me le dédicacer, et j'y suis extrêmement sensible. J'avais 15 ans. Vivre, survivre, revivre. Quel magnifique triptyque. Élie Buzyn a été donc déporté à 15 ans dans des conditions
qu'il nous racontera. Il appartient à ceux qui ont vécu le ghetto de Varsovie. Il appartient à ceux qui ont été cueillis dès leur plus jeune âge par la barbarie et qui ont vécu cette horreur. Il me permettra de rappeler qu'il est également le père d'Agnès Buzyn, que j'ai le privilège de connaître assez bien, puisque quand nous présidions tous les deux un établissement de recherche, il nous est arrivé assez souvent d'être ensemble au ministère de la Recherche, dans des réunions ou dans des petits déjeuners. Cette soirée, chère Sylvaine, vous doit beaucoup, et il était assez naturel, il était archi-naturel que la ville de Marly lui apportât son soutien. Nous avons fait en sorte également, par une amie que vous connaissez, Christine Branchu, dont je veux citer le nom ici ce soir, qui est une amie très proche, qui est membre du conseil d'administration de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, que cette fondation s'intéresse évidemment à cette exposition, à cette conférence, à cette soirée, à ces semaines qui vont suivre, et nous accorde et son label et son appui. Et j'aurais aimé saluer ce soir un représentant de cette fondation qui malheureusement est retenu pour des raisons sanitaires lui-même, puisque son état de santé ne lui a pas permis de venir jusqu'à nous. Je crois que la ville de Marly est une de celles qui, chaque année, je le dis spécialement à votre intention, s'honore le dernier dimanche d'avril, avec des élus qui sont ici présents. Je citais Clarisse Zanne en particulier, qui est toujours au cœur de nos cérémonies patriotiques avec Benoît Burgot, de commémorer la libération des camps. Toutes les communes ne le font pas. Nous le faisons et nous accueillons à cette occasion, au dernier dimanche d'avril, des représentants de beaucoup de communes voisines. Nous y tenons beaucoup. Nous le faisons devant un monument aux morts au pied duquel a été planté, il y a longtemps, mais il est toujours vivant, un rosier venu de Ravensbrück comme un symbole supplémentaire de la capacité non seulement à vivre, non seulement à survivre, mais également à revivre. Merci beaucoup de votre présence et je vais laisser Sylvaine présenter, c'est tout à fait légitime que ce soit elle qui le fasse, d'une façon un peu plus précise que je ne viens de le faire, cette belle soirée, cette belle exposition, cette belle initiative. Merci beaucoup à vous tous et merci à Sylvaine. Chère Esther, chère Lily et chère Élie, je vous remercie du fond du cœur d'être là, parce que c'est un cadeau que vous nous faites quand vous venez. Ça peut paraître étrange, parce qu'on se dit pourquoi le fait d'avoir survécu au camp est un cadeau de venir. C'est pas pour la complaisance du camp. L'horreur, l'abomination de ce qui s'est passé, c'est passé. Mais ce qui fait que je pense que vous êtes des gens qu'on est tellement heureux de voir, c'est que vous avez effectivement déjà survécu et que vous avez construit après. Par conséquent, en faisant ça, en disant 2 fois oui à la vie, vous êtes devenus des ambassadeurs de vie et des porteurs d'espoir pour l'humanité. Parce que là où on a voulu complètement détruire l'homme, lui enlever toute son humanité, vous avez, par votre survie qui est à la fois un miracle, parce que c'est un miracle, hein, survivre aux marches de la mort ou au train de la mort, c'est vraiment un miracle. Mais en plus, vous avez aussi survécu parce qu'il y a des gens qui ont fait des choses pour vous aider. Et même si c'est des petites choses, des fois, ces toutes petites choses vous ont permis de survivre. Donc là, on a voulu rendre des humains complètement déshumanisés. Vous avez pu bénéficier de l'humanité de certains qui est passé à travers des failles, des fois même des nazis. C'est ça qui est assez étonnant. Et vous avez réussi à survivre. Alors, je sais, Esther, que sans doute la promesse que vous avez faite à votre sœur, qui a été déportée avant vous, que vous avez retrouvée à Birkenau, pas à Auschwitz, à Birkenau, parce que Birkenau, c'était le pire du pire. Et là, vous l'avez vu une dernière fois avant qu'elle soit envoyée à l'horreur complète, et cette promesse que vous avez faite de pouvoir survivre pour témoigner. C'est votre sœur qui vous a fait promettre de survivre pour témoigner. Et je pense que c'est effectivement fondamental. Et au départ, quand vous êtes rentrés, personne ne voulait vous entendre. Personne ne voulait vous entendre. Et maintenant, regardez, c'est incroyable. On est en plein Covid. C'est plein. C'est génial. C'est génial. Parce que justement, vous transmettez la vie. Au moment où vous êtes revenus,
c'était le gouffre, c'était la béance. Et même pour vous, certains, je sais, de ce que j'ai pu lire, ne pouvaient même pas témoigner tellement c'était trop près du gouffre. Mais de fait d'avoir pu dire oui à nouveau à la vie en construisant. Alors, par exemple, Élie, vous avez perdu toute votre famille. Il faut s'imaginer, hein, là, quand les jeunes, par exemple, en 1939, Élie, il se retrouve dans un ghetto. Et donc, ça veut dire que dès l'âge de 10 ans, c'est terminé. Il ne peut plus étudier, il travaille et il survit jusqu'à 45, où il est libéré. Et il a perdu toute sa famille, sauf un oncle qui avait eu la bonne idée de partir en France pour étudier. Quand on se retrouve à 17 ans, sans famille, en ayant perdu les années d'existence où on pouvait construire des études, sans moyens, puisque tout avait été pillé, comment est-ce qu'on fait pour se reconstruire? Je ne sais pas si vous voyez la force de vie qu'il faut avoir pour pouvoir se reconstruire dans ces circonstances-là. Et le fait de l'avoir fait, c'est ce qui fait que vous êtes de merveilleux porteurs d'espoir pour l'humanité. C'est-à-dire que vous montrez que l'homme existe au-delà du mal qu'on a voulu lui imposer. Et donc, merci beaucoup. Merci de me donner la parole. J'espère ne pas être trop long. Je ne sais pas combien de temps je dispose. En tout cas, je vous remercie de m'avoir d'abord invité et le remarquable travail de Sylvain nous avoir dessiné, mais rapidement, avant notre départ définitif. Parce que si elle ne fait pas ça très vite et tout de suite, ça va être trop tard après. Parce qu'aller dessiner dans les différents cimetières, c'est plus difficile que d'aller dans nos domiciles pour nous dessiner. Donc j'ai accepté son invitation, elle est venue chez moi, elle a fait son travail d'une façon remarquable, et puis là, on m'invite à vous parler quelques mots de mon vécu pendant la Shoah, pendant la guerre. J'ai accepté de le faire, mais auparavant, j'avais publié 2 livres successifs, il n'y a pas si longtemps, il y a 2-3 ans, et à la suite, le premier livre, j'avais 15 ans, comme ça a été dit, vivre, c'était ma première période de la vie tout à fait normale, c'est-à-dire de 0 à 11 ans. Ensuite, il fallait survivre à des conditions épouvantables pendant presque 6 ans, 5 ans, de 39 à 45. Et ensuite, après la libération en avril 1945, il fallait revivre, il fallait retrouver la vie. Et ce n'était pas facile du tout de revivre après tout ce que nous avons vécu avant ayant perdu tous nos proches, aussi bien en Pologne qu'en France, avoir perdu tous nos proches pendant la guerre, et donc de revivre était une chose très difficile et difficile à décider, mais les circonstances ont fait que je continue à revivre même aujourd'hui. Et je vais passer à mon témoignage rapidement pour ne pas perdre trop de temps. Je suis donc Élie Buzyn. Je suis un jeune vieillard. Je suis né en 1929, le 7 janvier, et j'ai donc 39 ans à l'envers. Et les gens qui savent lire à l'envers comprennent le 39 ans, mais souvent, quand je dis que j'ai 39 ans, ils sont très polis et ils me disent « vous ne les faites pas ». Donc je suis très satisfait, mais n'empêche, j'ai les 39 ans à l'envers, sincèrement, que je viens de fêter il y a quelques jours. Bien, et par conséquent, j'ai 39 ans et je continue aussi longtemps que je pourrai à vivre parmi les miens, mes enfants, mes petits-enfants, et dont un représentant a accepté de me convoyer parce que si jamais il m'arrivait quelque chose,
il était là, en bon mathématicien qu'il est, pas tellement médecin, de me secourir. Il est là, mon ange gardien, voilà, il est à côté de moi. Et je le remercie beaucoup d'être représentant, parce que nous avons 7 petits-fils et une petite fille, la princesse, et donc c'est la fierté de tout le monde d'avoir une petite fille quand même parmi 7 garçons. Voilà. Donc je passe à mon témoignage rapide. Je suis né en 1929. Notre famille était divisée en 2. Grande partie vivait en Pologne et une autre partie en France, dont j'étais parfaitement au courant. J'avais 3 oncles en France, 2 frères de ma mère à Paris et un frère de mon père à Tours. Et ils avaient des familles, je connaissais tout le monde, on se connaissait, les familles. Et donc, avant la guerre, on en parlait tout le temps, et on se voyait, on s'écrivait, etc. Et c'était très important pour moi de le savoir. Même malgré que je suis le 3e enfant d'une fratrie. J'avais un frère aîné qui avait 11 ans de plus que moi et une sœur qui avait 6 ans de plus que moi. Et moi, j'étais le dernier arrivé, le plus choyé, le plus gâté, parce que j'étais le dernier petit. Et donc, j'avais une enfance extrêmement entourée, extrêmement heureuse. Tout le monde s'occupait de moi et tout le monde m'aimait et j'aimais tout le monde, bien sûr. Et c'est ainsi que surtout mon frère aîné, qui avait 11 ans de plus que moi, s'occupait beaucoup de moi parce que notre père était un homme très occupé, un industriel de la grande ville de Lodz, qui était une ville où l'industrie textile était très développée, qu'on appelait la 2e Manchester. Et il était donc peu à la maison, je le voyais peu, c'est mon frère qui le remplaçait un peu. Et donc, si vous voulez, ses liens avec mon frère étaient extrêmement forts. Et je sais que je l'ai appris après, que mon frère, qui était l'aîné de la fratrie, fréquentait un lycée. Il y avait 2 lycées en Pologne, un à Varsovie et un autre à Lodz, et au nom d'un grand poète israélien, Yitzhak Katzenelson. Et ces lycées avaient une particularité, c'est que la première langue était l'hébreu moderne, et on pouvait passer son baccalauréat en Pologne, en première langue, en hébreu. Et mon frère était bachelier de ce lycée. Il tenait absolument à ce que je suive la même voie que lui. Et j'avais commencé dans ce lycée, j'étais en classe de 6e à l'âge de 11 ans, et j'avais commencé à suivre sa voie. Lui, de son côté, ce qui ne l'intéressait pas du tout, encore que notre père voulait qu'il fasse des études. Il a fait des études d'expertise comptable pour qu'il puisse l'aider dans ses affaires, et ceci ne plaisait pas du tout à mon frère. Il faisait partie d'un petit groupe de jeunes sionistes qui s'apprêtaient de partir en Palestine avant la guerre encore, avant 1939. Et c'est ainsi qu'il est parti avec un groupe au sud de la Pologne, dans une ferme, pour apprendre l'agriculture, pour se préparer à partir en Palestine. Mon père n'était pas du tout d'accord. Il est allé le chercher là-bas et en lui disant « Il faut que tu rentres à la maison, j'ai besoin de toi. Ta mère souffre beaucoup de ton absence, il faut que tu rentres. » Et il est rentré, et c'est ainsi qu'il est rentré peu de temps avant la guerre, et parce qu'il ne voulait pas faire souffrir ses parents. Il est rentré, malheureusement. C'était une chose épouvantable parce que j'étais la première victime de notre famille qui s'est suivie. En effet, en septembre 1939, alors que nous sommes rentrés de vacances, je suis rentré avec ma mère qui était partie en cure, et on est rentré à Lodz en septembre, et la guerre a éclaté en septembre, et les nazis allemands ont conquis la
notre ville de Lodz et toute la partie est de la Pologne et annexé cette partie à l'Allemagne immédiatement en 1939, de sorte que la ville de Lodz a été baptisée, elle est devenue l'Allemagne, elle s'appelait Litzmannstadt. Et c'est ainsi, nous sommes rentrés et il y avait tout de suite un décret que les Juifs devaient quitter leurs appartements pour se rendre dans un quartier les plus déshérités de la ville, où les nazis avaient décidé d'établir un camp de travail pour la population juive. Quelques personnes sont parties, la grande majorité n'a pas bougé, ils ne voulaient pas croire que c'était la réalité, et de sorte qu'au début 1940, les nazis ont débarqué dans la divan d'appartements où nous étions pour nous chasser de chez nous, sceller les appartements et nous regrouper plusieurs immeubles dans une cour. Et dans cette cour, c'était en mars 1940, et dans cette cour, les nazis qui conduisaient l'action, comme on dit, a choisi 3 jeunes gens qu'il a alignés contre le mur devant nous et a tenu un petit discours. Voilà, vous deviez aller de vous-même dans ce quartier, vous ne l'avez pas fait. Maintenant, on va vous y amener de force. Si quelqu'un essaie de s'opposer à ce transfert ou essaie de s'enfuir, voilà ce qui va arriver. Il a donné l'ordre à une escouade de 16 qui ont fusillé ces 3 jeunes gens devant nous. Et parmi ces 3 jeunes gens, il y avait mon frère Avram qui avait 22 ans, moi j'avais 11 ans, et j'ai assisté à l'exécution violente de ces 3 jeunes gens, dont mon frère. Et mes parents également ont assisté. Et après cette exécution sauvage, comme c'était la nuit, on nous a fait marcher un peu, mais on nous a fait stationner dans un hangar pour passer la nuit, parce qu'il faisait nuit. Et dans ce hangar, au petit matin, je n'ai plus reconnu ma mère. Je me demandais si c'était elle. C'est une femme qui avait 40 ans, 42 ans. Elle a eu son fils aîné à l'âge de 20 ans. Eh bien, je ne l'ai pas reconnue parce qu'elle a blanchi de la tête en une seule nuit alors qu'elle avait pratiquement pas de cheveux blancs avant. Mon père était totalement frustré et dès cette nuit-là, il a commencé à s'accuser en disant que son fils aîné a été assassiné à cause de lui. S'il est mort, c'est parce qu'il est allé le chercher, il l'a empêché de partir en Palestine. Alors ses camarades, que j'ai retrouvés moi-même en Palestine quelques années après, eh bien, sont partis, ils sont sauvés. Et lui a été assassiné. Mon père s'est accusé jusqu'à sa propre mort. Il s'est accusé de sa mort, qui était totalement affreux. Je n'avais pas du tout l'habitude de voir mon père dans cet état. Et ma sœur, qui a assisté à cette scène également, qui avait 6 ans de plus que moi et 6 ans de moins que son frère, a commencé une maladie convulsive, une espèce d'épilepsie réactionnelle avec une crise épouvantable, et de sorte que nous sommes arrivés au petit matin dans ce quartier déshérité, et j'étais le seul, j'avais 11 ans, j'étais le seul debout, et je me suis dit que si je ne fais pas quelque chose, nous allons disparaître tous les 4. Eh bien, heureusement, mon père a trouvé un ancien employé qui nous a trouvé 2 petites pièces dans ce quartier déshérité où nous avons emménagé tous les 4. Et puis, c'est ainsi qu'a commencé la vie dans ce qu'on appelait après le ghetto de Lodz. Ce ghetto a été absolument fermé du monde extérieur au mois de juin 1940, et on n'avait plus le droit ni communiquer avec le dehors, ni sortir. Il fallait rester à l'intérieur de ce camp
et y travailler. Le travail était imposé à partir des 10 ans. Et donc, j'ai commencé à travailler puisque j'avais 11 ans, 12 ans. Et c'est ainsi, il faut dire que pendant les 2 premières années, de 40 à 42, les gens qui ne travaillaient pas étaient tout de même tolérés dans ce camp. Et c'est ainsi les gens âgés qui paraissaient comme tels ou malades comme ma sœur ne travaillaient pas, avaient le droit tout de même à une carte alimentaire inférieure à celle des gens qui travaillaient, mais ils avaient le droit d'existence et le droit d'avoir quelque chose. C'était une carte d'alimentation. Et c'était ainsi de 40 à 42. Et pendant ce temps-là, déjà, les conditions de vie se sont détériorées d'une façon très importante, en ce sens que l'alimentation n'était pas suffisante, l'hygiène n'existait pas, il n'y avait pas tout à l'égout, il n'y avait pas d'électricité partout, pas d'eau partout, de sorte que les maladies infectieuses et contagieuses sont apparues et des maladies de dénutrition sont apparues également et la mortalité devenait de plus en plus importante entre 1940 et 1942. Et en 1942, les nazis ont décidé que le taux de gens improductifs dans ce camp était trop important et qu'il fallait les éliminer, à savoir tous les enfants de moins de 10 ans et tous les gens âgés ou paraissant comme tels ou étant malades, ne pouvant pas travailler, il fallait les éliminer pour les exterminer. Et donc nous savions, et c'est ainsi que, il faut dire que pendant ces 2 premières années, entre 40 et 42, il y avait des couples de jeunes gens qui se mettaient ensemble, qui se mariaient ou sans se marier, peu importe. Il y avait des bébés qui sont nés dans le camp entre 40 et 42. Et c'était très important. Et on leur demandait, ils étaient jeunes, ils pouvaient travailler, les parents. Il fallait qu'ils donnent leurs enfants volontairement pour les sortir à l'assassinat, et ce que les parents ont refusé. Et c'est ainsi que les SS, les nazis, sont venus chercher les enfants pour les prendre, les jeter dans les camions, les faisaient mourir même avant qu'ils quittent les camps. Et le chef du camp, qui était Chaim Rokowski, qui était un juif, il pensait qu'il fallait absolument abandonner tous les gens qui ne pouvaient pas travailler pour que le camp continue à exister. Et c'est comme ça qu'il pourra survivre en aidant le Troisième Reich à travailler pour lui, ce qui était totalement faux. Et il faut vous dire, cette année 42 était très importante pour moi aussi. C'est que mon père, qui était très déprimé par l'assassinat à mon frère aîné, eh bien, a repris un peu de courage puisque je rentrais dans ma 13e année. J'ai eu ma bar mitzvah clandestine dans le camp et c'est à ce sujet-là, qui était très important, que ma mère m'a tenu un discours. J'avais juste 13 ans, c'est-à-dire 80 ans d'aujourd'hui en arrière, c'est pas hier, 80 ans. J'avais 13 ans. Elle m'a dit, maintenant tu as 13 ans, tu es adulte, de par la religion juive, et ce que je vais te dire, c'est très important. Ni moi, ni ton père, qui sommes dans un état épouvantable, n'allons pas survivre. Même ta sœur qui est jeune ne survivra pas parce qu'elle est malade, et tu es le seul, je t'ordonne de faire tout ce que tu peux pour survivre et pour vivre et pour essayer d'arriver à faire la guerre, pour rechercher notre famille en France, pour leur raconter ce qui est arrivé à toute notre famille en Pologne, où on savait déjà en 1942 que la grande partie de notre famille en Pologne a été exterminée, soit dans le ghetto de Varsovie ou dans d'autres villes. Ça, on le savait déjà en 1942. Et de sorte, cet ordre de ma mère m'a beaucoup aidé
de mes 13 ans. Et donc, je l'ai décrit très rapidement. En octobre 1942, quand il y a eu cette Sperra, quand il y a eu cette action pour éliminer tous les improductifs du camp, et on nous a descendus dans la cour. Moi, j'ai demandé à ma sœur de ne pas descendre. Je suis devenu un peu le chef de la famille. J'avais 13 ans. Et je suis devenu un peu le chef de la famille. J'ai dit, toi, tu ne descends pas parce que je me dis, si elle fait une crise convulsive dans la cour, elle sera exécutée sur place. Et donc, elle est restée sous le lit, cachée, et je suis descendu avec mon père et ma mère. On m'a demandé mon âge, j'ai dit, j'ai 13 ans. On m'a dit, toi, tu restes pour travailler, parce que j'avais 13 ans. Et mes parents, qui avaient l'air âgés et malades, ont été sortis dehors dans un camion qui stationnait juste devant notre maison. Il y avait un SS qui gardait le camion avec un fusil, avec un chien énorme, avec un fouet, et il surveillait le camion. Et quand j'ai vu que j'étais séparé de mes parents, pour lesquels j'en ai vécu 2 ans très difficiles, je me suis dit, je ne vais pas les laisser partir tout seuls, je vais partir avec eux. Et je suis sorti dehors. Et en sortant, je me suis dit, mais ta sœur qui est là-haut, si jamais elle survit, elle ne pourra pas survivre toute seule. Et j'étais dans une espèce d'incertitude, ce qu'il fallait faire. Je regardais les SS qui surveillaient, et comme ils ne regardaient pas le camion, ils regardaient la région autour, j'ai profité de son absence fugitive. Je suis monté sur l'escabeau, sur le camion. Mes parents étaient en arrière, heureusement. J'ai pu le descendre du camion, les faire entrer dans l'immeuble. Ça a pris 30 secondes, tout cela. Et c'est ainsi, le camion est parti avec les gens qui étaient dedans. Et puis, moi, je suis resté avec mes parents et ma sœur n'a pas été retrouvée dans l'appartement où elle était. Et on se retrouvait tous les 4 vivants après cette action. Seulement la différence, c'est que moi j'étais le seul droit à l'existence. J'avais droit à une carte de travail et une carte alimentaire alors que mes parents ni ma sœur n'existaient plus. Ils étaient fugitifs dans le camp lui-même. Et c'est ainsi qu'il fallait continuer à vivre. Et heureusement que des amis de mon frère assassiné, qui étaient dans le ghetto, qui avaient des fonctions plus ou moins importantes, m'ont aidé. Ils savaient notre situation. Ils m'ont aidé pour essayer de survivre, mes parents, ma sœur et moi. Et grâce à leur aide, et moi-même, on est arrivé à vivoter comme ça pendant 2 ans encore, c'est-à-dire de 42 à l'été 44. À l'été 44, les nazis ont décidé de liquider notre camp parce que le Russe approchait par l'Est et donc ils ne voulaient pas laisser de traces. Ils ont décidé de liquider le camp, soi-disant, pour nous envoyer dans un autre camp en Allemagne où les conditions de vie seraient meilleures. Et on l'a cru et on s'est présenté à la gare pour partir. Et c'est ainsi qu'on nous a embarqués dans des wagons à bestiaux, dans des conditions épouvantables, à 120-140 personnes, dans un wagon où il y avait juste une petite lucarne pour respirer. On était 44, pas une chaleur épouvantable, et c'est comme ça, un train parti 3 jours et 3 nuits. Il y avait déjà des morts dans le train lui-même, dans le wagon, et on est arrivé en fait à un endroit qu'on ne connaissait pas du tout l'existence. C'est que je dois juste préciser une chose importante, c'est que le problème de renseignement, de savoir ce qui se passe à l'extérieur, est très important. Le ghetto de Varsovie était dans un quartier qui avait le tout à l'égout, et le tout à l'égout permettait de sortir, et les gens, les jeunes de ce ghetto, avaient des communications à l'extérieur et ils savaient exactement tout ce qui se passait à l'extérieur, comment on exterminait les Juifs
à Treblinka ou ailleurs, dans d'autres camps, ils connaissaient l'existence de Birkenau, Auschwitz, etc., alors que nous n'avions pas le tout à l'égout, tout était jeté dans la rue, qui propageait les maladies d'ailleurs, mais on n'avait aucune communication avec l'extérieur. À Varsovie, ils savaient ce qui se passait, ils ont fait la révolte. En 1942, ils sont opposés aux nazis allemands pendant plusieurs semaines, auxquels ils ont infligé de lourdes pertes, même des morts des SS, parce qu'ils étaient au courant. Et ça, c'est très important de savoir ce qui se passe. Lorsque vous savez ce qui se passe, vous pouvez prendre des décisions, comment lutter et comment s'y opposer. Donc le renseignement est quelque chose de très important, aussi important aujourd'hui qu'il était il y a 80 ans, il y a 100 ans. Donc le renseignement, nous ne l'avions pas, et on débarque à Birkenau, et là, on nous descend des trains, on nous met en rangée, et puis des gens qui nous recevaient, les gens des déportés du camp, j'avais 2 personnes qui sont approchées de moi en disant « dis que tu as 17 ans, dis que tu as 18 ans », sans m'expliquer quoi que ce soit, en chuchotant. Je comprenais ce que ça voulait dire, mais après, il y avait la sélection, et c'est ainsi que mon père et ma mère, qui avaient l'air âgés et vraiment malades, étaient envoyés à gauche, et moi, il m'a demandé mon âge, et j'ai dit, je me suis rappelé ce qu'il m'avait conseillé, j'avais 15 ans. Et je me suis rappelé, j'ai dit, j'ai 17 ans. Et visiblement, le nazi ne m'a pas cru. Il m'a donné un coup de poing dans la poitrine. Et comme je ne suis pas tombé, il m'a mis du côté droit. C'est-à-dire, j'étais assez résistant. Et la limite était effectivement 17 ans pour aller du côté du travail. Et donc, je suis allé à droite. Et j'ai vu aussi que ma sœur, sa maladie ne se voyait pas sur elle, sauf si elle faisait une crise. Eh bien, comme elle avait 20 ans, eh bien, on l'a vue aller à droite aussi. Elle est allée du même côté moi. Et moi, de mon côté, j'ai demandé, mais c'est qui sont allés à gauche? Qu'est-ce qui est arrivé? Et on m'a expliqué en 30 secondes, alors que j'étais au courant de rien, on m'a expliqué qu'il y a des chambres à gaz, comment on assassinait les gens dans les chambres à gaz et comment on les incinérait après dans les fours crématoires. Et j'ai comme ça compris que mes parents, ma mère et mon père, qui ont vécu très difficilement de 1940 à 1944, et ont survécu grâce à mon aide et à l'aide des amis de mon frère, eh bien, j'ai compris que leur fin était là-bas et j'ai dit, je vais quitter ces camps, je vais aller les rejoindre là-bas. On m'a dit, tu ne peux pas sortir d'ici. Et d'ailleurs, si tu vois la fumée qui s'échappe des cheminées, des fours crématoires, tes parents sont déjà dans la fumée que tu vois là. Et en même temps que je regardais la fumée, le peu de croyance que j'avais en Dieu, parce que j'avais quand même une éducation un peu religieuse, bien que mon frère était déjà athée, eh bien, le peu de Dieu que j'avais en moi, il est parti avec mes parents dans la fumée des fours crématoires à Birkenau. Et c'est ainsi que je me suis rappelé des paroles de ma mère, et j'ai dit non, je reste ici, je me soumets, tout ce qu'on me demande, pour continuer à survivre, essayer de survivre. C'est ainsi, je me suis laissé tatouer, et lui a envoyé à Auschwitz I, qui étaient 2 camps différents, Birkenau qui était un camp d'extermination, où on a exterminé plus d'1 million de juifs, dont 250 000 enfants. Eh bien, c'était Birkenau 2, Auschwitz II, et puis Auschwitz I, qui était un camp de travail qui existait déjà depuis 1941, qui était tout à fait différent, qui était un camp de travail, et vous deviez vivre pour travailler. Sinon, vous ne pouviez pas travailler, vous deviez mourir. C'était comme ça, c'était la loi.
Et c'est ainsi on sortait tous les matins dans un commando pour travailler autour du camp à 5-6 km à pied. Et il fallait, en rentrant du travail, ramener les cadavres de nos camarades qui mouraient au travail, soit parce qu'ils étaient exécutés par les SS ou battus par les capots. Peu importe, il fallait que les cadavres soient rapatriés avec nous, sinon manquaient à l'appel et ils étaient étiquetés comme évadés. Et l'évasion était extrêmement punie à Auschwitz. D'ailleurs, le tatouage était le signe extrême d'anti-évasion. Parce que comme beaucoup de gens de Auschwitz I travaillaient à l'extérieur, donc les évasions étaient possibles. Mais même si vous tuez un civil, pour vous habiller d'une façon civile normale, enlever vos vêtements déportés, rayés, etc., eh bien, même si vous tuez un civil, on vous découvrait votre tatouage et vous étiez ramené au camp. Et là, l'exécution était la pendaison publique devant le bloc dont il dépendait. Donc, si vous voulez, ramener le corps était extrêmement important, c'était notre obsession. Et il se trouve là aussi, j'ai eu une chance, une malchance, c'est que j'ai attrapé le typhus, je suis tombé malade et on m'a envoyé à l'hôpital. Et à Auschwitz I, si on vous envoie à l'hôpital, c'est pour mourir parce que vous n'êtes plus capable de travailler. C'était comme ça, je le savais. Mais je ne savais pas qu'il y avait 2 hôpitaux différents. Il y avait un bloc pour les malades infectieux et contagieux, où le médecin nazi n'exerçait pas parce qu'ils avaient peur de la contagion. Eh bien, il y avait un autre bloc où le médecin nazi exerçait, où il faisait des expériences, soit dites scientifiques, médicales, sur des déportés vivants. Et moi, je suis donc arrivé dans le bloc des infectieux et j'étais sûr que c'était pour y mourir. Et j'ai vu approcher un médecin, visiblement allemand, et je croyais que c'était un médecin nazi qui venait m'achever. Et en fait, quand il s'est penché sur moi, il me parlait en allemand et je regardais sa blouse. Je n'ai pas vu qu'il avait, parce que nous savions que le médecin SS avait une tête de mort sur la blouse avec SS de chaque côté. Et là, j'ai vu qu'il n'avait pas du tout le signe du médecin nazi. Au contraire, il avait un triangle violet avec un numéro comme moi. J'ai déduit que c'était un déporté, mais je ne savais pas quel genre de déporté. Et ces déportés étaient médecins, ils parlaient allemand, ils me disaient « Reste tranquille, je vais m'occuper de toi, il faut que tu fasses tout ce que je te demande de faire. » Enfin, et je l'ai écouté, il m'apportait tous les quarts d'heure, toutes les 20 minutes, une potion à boire, et il s'occupait de moi, et grâce à lui, j'ai pu aller mieux, ma fièvre est tombée, ma diarrhée s'est arrêtée, et j'allais mieux, de sorte qu'au bout de moins de 15 jours, j'ai été renvoyé dans mon bloc vivant. À l'étonnement de mes camarades lorsque je suis revenu, parce que pour eux, j'étais mort. Et quand je suis revenu, ils m'ont dit « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Donc j'ai raconté l'histoire du médecin avec le triangle violet. Et là, on m'a expliqué les triangles violets, ce sont des Allemands, des anti-nazis allemands, ce sont des Bibelforscher, c'est-à-dire des témoins de Jéhovah de l'époque où ils refusaient le service militaire et ils refusaient le nazisme allemand. Et ils étaient déportés à cause de cela. Et comme ils étaient nombreux, tous, ou médecins, ou infirmiers, ou assistants sociaux, ils avaient comme ordre d'aider les autres déportés tant qu'ils pouvaient pour les aider à vivre et survivre. Et j'ai eu cette chance, grâce à ce médecin, j'ai survécu. C'était tout à fait exceptionnel. Eh bien, ensuite de cela, j'ai eu une deuxième chance à Auschwitz même, par hasard, c'est qu'au lieu de sortir d'un commando tous les matins à pied et rentrer le soir à pied avec nos cadavres, eh bien, j'étais envoyé dans un commando
qui était situé à presque entre 15 et 20 kilomètres du camp principal, et on ne pouvait pas y aller et revenir tous les matins et le soir, de sorte qu'on dormait sur place. C'était un sous-camp qu'on appelait Babice, et ce sous-camp était une grande exploitation agricole. Nous étions presque 200 personnes, un seul bloc, et on sortait au travail et on rentrait le soir. L'appel était très facile, il n'y avait pas de problème d'absence, etc. Et de sorte que la vie était plus supportable que dans le camp principal. Et le travail était très dur, mais l'assumait quand même. Et on avait même des rations alimentaires un peu plus élevées, un peu meilleures que dans le camp principal d'Auschwitz. Et donc c'était une chance. Malheureusement, et c'était tout l'été comme ça, 44. Et au début 45, un jour en rentrant du travail, on nous dit les camps liquidés, prenez vos affaires et sortez. On a pris nos affaires, c'était pas grand-chose, on avait une couverture avec une gamelle, on est sorti dehors, on nous a alignés par 5, et convoyés par des SS à cheval, et on nous dit marchez à pied. On ne nous a pas dit ni quand, ni où, comment, ni rien, vous marchez. Et c'est ainsi, en marchant, quelque temps après, on s'est rendu compte, toute personne qui ne pouvait pas suivre le rythme imposé par les SS à cheval était fusillée d'un coup de fusil dans la nuque. Et c'est ainsi qu'il y avait des morts et au moindre coup. Et dès que vous montrez une faiblesse, vous étiez exécuté. Et notre position tout de suite était de prendre les cadavres de nos camarades et les jeter sur le bas-côté de la route à droite ou à gauche pour que les cadavres ne restent pas, parce qu'ils faisaient trébucher les colonnes qui marchaient derrière nous et qui étaient exécutés à leur tour. Et de sorte, pour sauver les gens qui nous suivaient, on prenait les corps, on les jetait à gauche, à droite, et la route était semée de cadavres par milliers, ce qu'on appelait marche de la mort. Et c'est ainsi, on a marché pendant 2 jours et demi pour arriver à la frontière entre la Pologne, à Wrocław, entre la Pologne et l'Allemagne. On nous a embarqués dans des wagons ouverts en hiver 1945 qui étaient remplis à moitié de neige. On nous a jetés dedans à 140 personnes, entassés les uns sur les autres. Et les premiers jours, on mangeait la neige qui était dans le wagon. C'est tout ce qu'on avait, ni à boire, ni à manger. Et un SS était assis au haut du wagon. À chaque wagon, il y avait un SS avec sa mitraillette. Il était entouré de couvertures, il avait à boire, à manger. Et nous, dès que quelqu'un essayait de bouger dans le wagon, soi-disant parce que le wagon était ouvert, il suffisait qu'on vous relève pour que vous basculiez à l'extérieur. Eh bien, chaque tentative d'évasion était faite que le SS, avec sa mitraillette, il fusillait les 5-6 personnes qui étaient autour de l'évadé éventuel, de sorte que l'évasion était impossible également. Et c'est ainsi que le train a continué jour et nuit pour arriver à un endroit que j'étais sûr que c'était un camp. Là, on était au courant de tous les camps, de tout cela. Après 6 mois de séjour à Auschwitz, on était au courant de tout. Et j'étais sûr qu'on est arrivé à un camp d'extermination parce que nous étions tous à bout de force. Et on arrive en fait dans un camp qui était près de Weimar, à 7 km de Weimar, qui était le camp de Buchenwald. Et le camp de Buchenwald était un camp de travail qui a été érigé pour les anti-nazis allemands en 1937. Et nous étions en 1945. Ce que vous imaginez, c'est-à-dire j'ai vu là-bas des gens, des Allemands surtout, mais pas seulement des Allemands, qui étaient là-bas depuis 1937. Nous étions encore depuis 8 ans.
et ils travaillaient dehors dans des usines d'armement extrêmement lourdes où si vous voulez, les cadavres étaient, le mort au travail était extrêmement élevé. Eh bien, dites-vous bien, ces camps étaient très organisés, précisément parce qu'ils travaillaient à l'extérieur. Comme ils étaient en majorité allemands, ils avaient communication avec la population civile, et puis ils arrivaient même à acheter ou à faire entrer des armes en pièces détachées dans le camp pendant leur séjour là-bas. Et nous ne savions pas tout ça, mais au contraire, les jeunes qui sont arrivés à Buchenwald, dont je faisais partie, il y avait comme ça 900 jeunes qui ont été sauvés en fait grâce aux déportés qui étaient là depuis longtemps. Parce qu'ils savaient si nous sortions travailler dans les usines souterraines autour de Buchenwald, on était tous voués à la mort. Et ils sont débrouillés pour qu'on ne sorte pas travailler à l'extérieur, qu'on travaille à l'intérieur du camp. Et c'est grâce à eux qu'on a pu survivre les quelques mois entre le mois de janvier 1945 jusqu'à 11 avril 1945. C'est à peine 4 mois où on a survécu grâce aux déportés qui étaient là. On a survécu et les Américains sont arrivés le 11 avril. Et c'est ainsi, si vous voulez, très rapidement, tous les déportés politiques qui étaient là dans le camp de Buchenwald ont été rapatriés dans les différents pays, et souvent par des trains spéciaux, par des avions, par des camions, suivant leur importance politique, etc. Et c'est ainsi que le camp s'est vidé. En fait, en 15 jours, le camp s'est vidé. Il y avait 900 adolescents juifs, tous originaires des pays de l'Est, c'est-à-dire Roumanie, Bulgarie, Hongrie, Pologne, etc. Et nous avions refusé de rentrer dans nos pays respectifs parce qu'on voulait nous rapatrier dans nos pays d'origine. Et comme nous savions que nos parents ont été assassinés, on savait où, quand et comment, et que tous nos biens ont été spoliés, ont été pris, il n'y avait aucune raison qu'on retourne dans nos pays respectifs. Et on a refusé, on a dit, on ne quitte pas le camp, on reste ici. Il faut nous trouver une solution, mais pas dans notre pays. Ce qui beaucoup embêtait la direction américaine, qui cherchait une solution. Et cette solution est arrivée par hasard, en fait. C'est que la nièce de Gaulle, Geneviève Antonios de Gaulle, qui a été entrônée au Panthéon pas longtemps, eh bien, Geneviève était une résistante qui a été libérée à Ravensbrück dans un camp de femmes, et elle était au courant de la déshérence de 900 adolescents juifs dans le camp de Buchenwald, parmi lesquels il y avait 3 enfants de 10 ans. Tous les autres avaient 16, 17, 18, 19 ans, étaient des adolescents. Et on a parlé à De Gaulle, et De Gaulle a fait en ce moment, avant 1945, il faut vous dire, c'était en avril en 1945, eh bien, en mai, De Gaulle a attendu la signature de l'armistice avec les nazis allemands, et là, il a décidé, il a proposé que la France devait accueillir la moitié de ces jeunes, en faire pupille de la nation, adoptés par la nation française, et les autres devaient être distribués dans les différents pays européens. Et c'est ainsi, très rapidement, en fait, les hauts fonctionnaires ont dit que la France ne pouvait pas supporter matériellement de recevoir 423 épaves humaines qui allaient mettre 10 ans pour mourir sur les comptes de l'État français. Et par conséquent, la décision a été changée. On a dit la France va donner des visas d'entrée à tous ces jeunes, 400 en France, à condition qu'ils soient pris en charge par une institution juive. C'est ainsi que l'OSE, l'œuvre de secours aux enfants qui existait
déjà depuis 1917 en Russie. C'est ainsi que l'OSE s'est chargé de nous accueillir en France. Et l'OSE n'avait pas d'argent, et c'est grâce à une collecte d'argent aux États-Unis par le Joint, on a mis à disposition à l'OSE les fonds nécessaires pour louer des maisons, pour loger les 423 adolescents, voilà, dont je faisais partie. C'était donc une chance pour nous de nous retrouver en Normandie, à Écueillé exactement, dans un espèce de préventorium. Et c'est là, si vous voulez, moi j'étais à la recherche de ma famille française pour savoir ce qu'elle est devenue. Je ne savais pas du tout. Et en arrivant en France, j'avais envoyé des petits bouts de papier. J'écrivais le nom de mon oncle, du jeune frère de ma mère, qui était à Paris, qui était médecin, et puis mon nom à moi. Et j'ai distribué à des gens de la Croix-Rouge à Metz, à la frontière française. On nous a changé de train. Eh bien, je n'ai eu aucune réponse à mes petits bouts de papier que j'ai envoyés. Et c'est ainsi une femme qui travaillait à l'OSE à Écueillé partait à Paris, et je l'ai chargée d'aller à l'hôpital Rothschild, où je savais que mon oncle travaillait là-bas, d'aller chercher, voir si mon oncle est vivant. Elle n'avait pas le temps d'y aller, et elle a téléphoné. Elle a téléphoné, et au téléphone, il a répondu, oui, le docteur Perel est là, il est justement de garde, je vous le passe. Il était chirurgien de garde là-bas. Eh bien, il passe au téléphone et lui dit, écoutez, votre neveu, Élie Buzyn, il est dans un préventorium en Normandie, il demande de vos nouvelles. Alors, mon oncle ne savait pas du tout ce qui s'est passé en Pologne, mais il pensait que le seul survivant possible était mon frère, parce qu'il avait 22 ans, qu'il était grand, qu'il était fort, etc. Il ne comptait pas sur le reste de la famille, puisque beaucoup de la famille française a été aussi exterminée à Auschwitz ou ailleurs. Il lui a dit, vous vous trompez, madame, c'est pas Élie Buzyn, c'est Avram Buzyn. Elle lui dit, non, c'est pas Avram, c'est Élie Buzyn. Finalement, ils sont disputés tous les deux. Elle a raccroché, et mon oncle s'est dit, et si c'était vrai ce qu'elle raconte, eh bien, il a réquisitionné un camarade, le docteur Cheval, que j'ai bien connu après, qui avait une voiture, parce que mon oncle avait un vélo, il n'avait pas de voiture, et on était en 1945, il ne faut pas oublier. Eh bien, mon oncle a pris ses camarades, il a réquisitionné, ils sont partis en Normandie, ils sont arrivés à Écueillé, et ils m'ont retrouvé comme ça. C'était ma rencontre, et au cours de cette rencontre, non seulement que j'ai retrouvé mon oncle, que je connaissais depuis ma naissance, il m'a vu naître, il m'a vu parce qu'il passait toutes ses vacances d'été, il est passé chez nous, avec mes parents, qui l'ont aidé à étudier en France. Eh bien, quand je l'ai retrouvé, il m'a appris que ma sœur était vivante aussi. Il m'a montré un petit mot qu'elle avait écrit en Allemagne, dans un petit hôpital près d'Ebergen-Belsen. Elle a écrit qu'elle était malade, elle était à l'hôpital, mais qu'elle était vivante. Et c'est le seul document, a fait peut-être 6 personnes d'Allemagne, est arrivé dans ce mail. Moi qui ai envoyé 5 billets différents en France, ne sont arrivés du tout dans ce mail. Voilà. Donc j'ai appris en même temps la survie de ma sœur. Et puis moi, il voulait m'amener tout de suite de là-bas. Il y avait une grande discussion entre lui et le directeur du centre, qui était aussi un militaire, capitaine Rosen. Et mon oncle, à l'époque, était capitaine de l'armée française, habillé d'ailleurs en militaire, quand il est venu me chercher. Eh bien, il m'a dit que je n'avais pas le droit de sortir. J'étais en quarantaine, il fallait que rester là-bas au moins 40 jours. Eh bien, mon oncle s'est disputé avec lui. Moi, je ne comprenais pas un mot de ce qu'il disait. Et finalement, j'ai vu mon oncle a sorti le pistolet qu'il avait sur lui
et il a braqué sur son collègue, le capitaine Rosen. J'ai demandé à mon oncle qu'est-ce qui se passe, parce que je ne comprenais pas du tout ce qui se passait, parce que je ne parlais pas le français. Eh bien, il m'a dit, il me prenait toujours pour le petit garçon qu'il a connu quand j'étais né jusqu'à la guerre. Je l'ai vu en 1939 la dernière fois, pendant les vacances 39. Il est rentré en mois d'août en France, et en septembre, les nazis étaient là. Eh bien, et il m'a dit, t'occupe pas de ça. Il me prenait aussi toujours pour le petit enfant qu'il connaissait. T'occupe pas ça, c'est mon affaire. Et finalement, il a eu l'autorisation de m'emmener. Il m'a amené tout de suite à Paris. Voilà. Bon, je m'arrête là. Et ce que je dois vous dire, c'est que à partir de là, commençait ma période de revivre. Comment faire de rentrer dans la vie. Et c'est là encore, ce sont les paroles de ma mère qui m'ont aidé tout le temps à survivre, à revivre et rentrer dans la vie, parce que je m'étais toujours demandé ce que je faisais. Je m'étais toujours demandé ce que je faisais, est-ce que ça lui aurait plu aussi bien à mon père qu'à ma mère et à ma famille, de ce que je faisais, c'était positif ou pas. Et ça m'a beaucoup aidé pendant toute la période après. Je ne vais pas la réciter là. D'ailleurs, ce qu'il faut vous dire, que après, je suis rentré, j'avais décidé de rentrer dans la vie le mieux possible, et avec toutes les périodes. Et puis, j'avais décidé tout de même en même temps que je ne retournerai jamais ni en Pologne ni en Allemagne, parce que j'estimais que ces sols étaient jonchés du sang et des cendres de tous les nôtres, et que je ne m'autorisais pas à marcher sur ce sol. Et je disais de mes enfants, que j'avais déjà 3 enfants, je leur disais que je ne retournerai pas. Et c'est mon fils qui est au milieu de 2 filles. Lorsqu'il est arrivé à la majorité, à l'époque c'était 21 ans, il avait 21 ans, il est venu me voir en disant, c'était en 1993 exactement, il me disant, écoute, maintenant j'ai 21 ans, j'ai décidé d'aller à Birkenau pour voir où mes grands-parents paternels, que je n'ai jamais connus, où ils ont disparu. Ça a commencé par une engueulade, vraiment très forte, en disant, d'abord, tes grands-parents n'ont pas disparu, ils sont toujours là, ils sont dans nos têtes et dans nos cœurs, mais si tu veux voir où ils ont été assassinés sauvagement à Birkenau, tu n'as qu'à y aller. Et en même temps où je disais tu n'as qu'à y aller, j'ai ajouté immédiatement, j'ai changé d'avis, j'ai dit, mais la seule personne qui peut t'accompagner là-bas, c'est moi, tu ne peux pas y aller sans moi. Et c'est ainsi, grâce à ça, j'y suis retourné la première fois, 50 ans après, je suis retourné à Auschwitz avec d'autres camarades déportés à moi, qui étaient déportés avec moi. On est parti en petit groupe et on est resté 6 jours en Pologne à visiter tous les camps d'extermination qu'on ne connaissait pas. Auschwitz, Birkenau, bien entendu. Et on a aussi visité nos villes respectives. Voilà. C'était les voyages. Et après ce voyage, j'ai décidé, c'est fini, je ne retourne plus jamais. Mais vous savez, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et peu de temps après, le premier de mes petits-fils, Raphaël, est arrivé à l'âge de 15 ans. Et c'est là que j'ai pris la décision que tous mes petits-enfants, je vais les emmener moi-même à l'âge de 15 ans. Je vais les emmener à Auschwitz avec moi pour voir où les générations précédentes ont été assassinées. C'est ainsi que j'ai déjà amené sur les 7 plus 1, 8 enfants, j'ai déjà amené 6 enfants. Et le dernier, j'ai même triché, Anton. Le dernier, j'ai triché, j'avais peur qu'il avait... Et je ne pourrais pas arriver à 15 ans. Quand il a eu 13 ans, comme il était assez mûr, et j'ai dit 13 ans,
tu viens avec moi à Auschwitz. Je l'ai amené à 13 ans. Il s'est comporté remarquablement à 13 ans. Et il reste encore 2, mais il faut que je tienne encore un peu pour les amener à 13 ans, à 15 ans. Mais en tout cas, mon fils m'a promis, si je ne suis pas là pour une raison, pour une autre, tu comprends la raison. Si je ne suis pas là, il va les amener, ses enfants, à lui, sa fille et son fils, le dernier, il va les amener, lui, à ma place. Et je suis rassuré qu'il va le faire à l'heure qu'il faut. Voilà. Donc je peux partir paisiblement à 39 ans que j'ai aujourd'hui. Voilà. Plus tard. Excusez-moi d'avoir essayé un peu long. Il faut terminer, c'est que j'ai essayé d'expliciter cela dans mon livre, justement, Vivre, survivre et revivre. Vous avez toutes ces choses détaillées assez sobrement. Et à la suite de ce livre-là, l'éditeur m'a demandé de faire un deuxième livre, ce que je voudrais transmettre aux générations futures. Et donc j'ai fait ce livre pour elles, pour expliquer aux jeunes d'aujourd'hui qu'ils ne doivent pas désespérer, qu'ils doivent se préparer à la vie, qu'il y a toujours des solutions, qu'il faut avoir un but, il faut y arriver, et on y arrive. Et j'encourage les jeunes de s'opposer à toutes les discriminations, quelles qu'elles soient, et qu'ils fassent leur vie d'une façon sobre, exacte. Et qu'ils écoutent aussi de temps en temps leurs parents, qu'on a tendance de critiquer, mais souvent ils sont de bons conseils et il faut les écouter tout de même un peu plus qu'on a envie. Voilà. C'est terminé. Si vous avez des questions, je suis prêt à interpréter et vous répondre aux questions. Donc du coup, je disais bonsoir, Monsieur Buzyn. Je voulais vous présenter toutes mes condoléances pour votre famille, vos parents qui sont décédés. Et je vous remercie pour ce témoignage. J'aimerais également vous poser une question. Comment avez-vous fait pour raconter à vos enfants ce que vous avez vécu dans ce camp ? Et ce qu'il faut dire, c'est que c'est beaucoup plus difficile de parler à ses propres enfants. Et il y avait une discussion entre nous, les déportés. Est-ce qu'il faut parler à nos enfants ou non? Et surtout lorsqu'ils sont jeunes. Ils posent des questions. Vous savez, la majorité de nous, de jeunes qui ont été justement écus ailleurs, se sont mariés. Et du côté de leurs femmes, souvent, il y a des grands-parents. Et du côté du père, il n'y a pas de grands-parents. Et les enfants, à 5-6 ans, ils demandent « Où est ton père? Où est ta mère? Qu'est-ce qu'ils sont devenus ?» Et j'étais en grande discussion avec mes camarades déportés parce que j'étais un de ceux. J'ai dit, lorsqu'ils sont jeunes, il ne faut pas leur parler de la vérité. Et certains de mes camarades ne voulaient pas m'écouter, ils n'étaient pas d'accord avec moi de ne pas dire la vérité aux enfants de 6 ans. Ils les prenaient sur leurs genoux, les embrassaient très fort et les racontaient dans quelles conditions leurs grands-parents paternels ont été assassinés. Et je peux vous dire, ils ont fait du tort à leurs enfants, parce que certains d'entre eux, les deuxième génération, ont maintenant des gros problèmes de faire leur vie. Soit ils ne veulent pas se marier, soit ils ne veulent pas d'enfants, soit ils ne veulent pas ceci parce qu'on les a traumatisés. Je leur ai dit, si tu prends ta fille sur tes genoux, que tu aimes, je ne conteste pas, mais c'est comme si tu lui injectais avec une seringue la souffrance que tu as en toi, que tu as vécue par la perte de tes propres parents. Et c'est de leur transmettre cette souffrance que j'étais contre. Par contre, j'ai dit, lorsqu'ils arrivent à 15, 16, 17 ans, et ils sont au courant déjà pas mal de choses par eux-mêmes, on peut leur parler telles que les choses sont passées. Et c'était comme ça chez moi, voilà.
Et donc, je continue à penser que les jeunes enfants, il faut les préserver, il faut les répondre n'importe comment, n'importe quoi, mais pas la réalité vraie, parce qu'on leur transmet beaucoup trop de souffrance. Bonsoir Monsieur Buzyn. Alors tout d'abord, merci beaucoup pour votre témoignage qui était extrêmement touchant. J'ai une question qui complète la précédente, qui est comment votre témoignage a été accueilli par le public la première fois que vous l'avez raconté et quelles ont été les réactions des personnes à qui vous l'avez raconté. Merci beaucoup. Les réactions en public, vous voulez dire, réactions. Généralement, les gens écoutent, ils découvrent des choses, ils découvrent comment on vit, comment on peut survivre, comment on peut revivre. Et puis, c'est des renseignements qu'ils recueillent d'une façon importante. Et ils comprennent aussi que dans les pires des conditions, dans les pires endroits, y compris à Auschwitz, à Birkenau ou à Buchenwald ou ailleurs, on trouve toujours des gens, par hasard ou pas par hasard, qui sont là à vous aider ou à vous soutenir comme ils peuvent. Il ne faut pas croire, c'est vrai que les gens essaient d'abord de survivre, d'essayer de vivre, mais il ne faut pas croire qu'il n'y avait pas d'écoute et d'entraide dans les camps. Ça existait, ça a toujours existé, ça existera toujours. Il faut avoir confiance en l'humanité, en l'homme, parce qu'en l'homme, il y a deux choses. Il y a la bête bestiale, il y a aussi le côté humain pur qui existe partout et toujours. Il demandait, la première fois que tu avais raconté, il demandait. La première fois, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire exactement les réactions lorsque j'ai la première ou la deuxième fois, je ne peux pas vous dire, mais généralement, quand je raconte, les gens écoutent et ils comprennent que, premièrement, de s'opposer, discriminer les choses est une chose extrêmement dangereuse et qu'il faut s'opposer à toute discrimination, à toujours. Parce que, si vous voulez, le génocide arménien n'est toujours pas reconnu par la Turquie. Et c'est comme ça, pourtant, il a existé. Et les gens, il y a encore ici, d'originaires d'Arménie, qui souffrent de ce génocide qui n'a pas été reconnu. Et c'est très important. Et le Rwanda, la même chose. Et tous les génocides qui existaient et qui vont exister doivent être reconnus et combattus. Bon, j'ai encore ajouté un petit mot parce qu'au cours d'un des témoignages au mémorial où il y avait 200 lycéens de province, peu importe, on m'a posé la question, est-ce que l'antisémitisme peut s'arrêter? J'étais interpellé par cette question. Pour répondre, j'ai dit non. L'antisémitisme ne va pas s'arrêter parce que le problème du bouc émissaire existe toujours. Et c'est ici depuis 5000 ans. Il y a toujours des problèmes socio-économiques dans tous les pays, dans toutes les périodes. Et les gens qui ont un cerveau qui réfléchit veulent savoir qui est responsable de ce qui nous arrive. Et on cherche justement le bouc émissaire, et les Juifs est un bouc émissaire facile. Bon, parce qu'il n'est pas un peu partout, il a été dispersé un peu dans le monde entier. Donc on trouve le bouc émissaire facile. Mais il faut s'y opposer. Il faut y ajouter de toute façon, tous les antisémites jusqu'à présent ont quand même fini par disparaître, que ce soit les Assyriens, les Grecs et les Romains, en passant par les nazis allemands, etc. Tous ces opposants finissent par disparaître, c'est tout. Et donc il faut s'opposer aux discriminations. Tout le monde est égal. Tous les hommes, il n'y a pas de race, il n'y a pas de choses comme ça.
il faut respecter tout le monde autant qu'être humain. Voilà, ça m'adresse surtout aux jeunes. Bonsoir, monsieur. Ma question, c'est quand vous êtes rentré, votre envie, c'était de vivre. Pas seulement de survivre, c'était de vivre. Donc, est-ce que vous avez éprouvé le besoin de raconter, de témoigner de ce que vous aviez vécu dans les camps, ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose dont vous ne pouviez pas parler et qui n'était pas reçu? Non, pour moi, personnellement, je vais vous dire, c'est que parler de notre vie pendant la guerre, les conditions dans lesquelles nous avons perdu tous nos proches, nos parents, nos grands-parents, nos oncles, nos tantes, nos cousines et tout ça, était pour moi extrêmement dangereux parce que je me suis dit, si j'en parle, je me suicide. Et c'était pour moi une image très, très, très forte, en ce sens que derrière moi, c'est que je m'étais imposé de devenir un cheval qui a des œillères et de regarder que devant moi. Parce que je me suis dit, si tu regardes derrière, même légèrement sur le côté, tu vois un fossé énorme dans lequel sont ensevelis des millions de gens et parmi lesquels tous tes proches qui sont là dans ce fossé et tu te jettes dedans. Et je peux vous dire, Primo Levi, qui était un grand poète, qui a écrit pendant longtemps, il a fini par se suicider. Il y a un autre, un grand psychologue américain dont le nom m'échappe. Bettelheim, professeur Bettelheim de psychologie. Eh bien, il a décidé de parler de la déportation tout de suite. Je ne sais pas où il était universitaire, dans quelle ville américaine. Et une fois qu'il a commencé à raconter son vécu, au bout de peu de temps, d'ailleurs 6 mois, 1 an, je ne me souviens pas du temps, il a pris un sac en plastique, il l'a bouchonné lui-même avec une cordelette, et il est mort comme ça. Il s'est suicidé. Parce que parler tout de suite après est extrêmement dangereux. Pour moi, c'était dangereux. Et mes camarades qui sont tués, c'était la même chose. Ils sentaient un danger pour leur survie. Voilà. Bonsoir, c'était un honneur d'écouter votre témoignage. J'aimerais savoir comment se sont passées les retrouvailles avec votre sœur. Il faut dire, ma sœur a été rapatriée. Mon oncle est allé la chercher en Allemagne. Il pensait qu'il pouvait faire la même chose qu'il a fait avec moi. On était en France. Il a négocié mon départ immédiat là-bas. Il a essayé. Mais comme c'était en Allemagne, il ne pouvait pas parce qu'il y avait toute une procédure compliquée pour la ramener en France. Et donc, il a fait tout le nécessaire et elle est arrivée 3 mois après, au mois de fin septembre, début octobre, elle est arrivée en France. J'étais très heureux de la retrouver, bien entendu. Elle est rentrée assez malade, mal en point. Mais enfin, on a essayé de la soigner. Et puis moi, rapidement après, elle a trouvé quelqu'un du même origine que nos parents, d'une petite ville en Pologne, quelqu'un qui était en France, dont la femme et ses 2 enfants ont été déportés de Paris et qui ont été assassinés à Auschwitz. Elle s'est mariée avec cet homme qui avait 22 ans de plus qu'elle. Eh bien, moi, j'étais très content qu'elle ait trouvé quelqu'un, justement. Et puis, et très rapidement, ils ont eu même un garçon, un fils. Et quand j'ai vu que ma sœur a refait un peu sa vie, et moi, j'avais déjà décidé de quitter l'Europe, parce que l'Europe est devenue pour nous le 423, je vous signale, le 423 qui a été acquis en France en 1945, au mois de juin exactement, en fin 1947, il n'en restait que 27. Tous les autres, nous avions un mot d'ordre entre nous, vivre où on veut, mais pas en Europe. Parce qu'au début, on pensait que c'était que l'Europe de l'Est qui était infestée
par les virus nazis. Je vous signale que que Hitler a été élu d'une façon démocratique par la majorité des Allemands de 1933. Et donc, si vous voulez, il a fait une propagande particulière du nazisme. Et quand on demande aux jeunes nazis, ils savent que nazi est un terme péjoratif, mais ils ne savent pas exactement ce que ça veut dire. Quand je demande aux jeunes, est-ce qu'un jeune ici peut me dire qu'est-ce que ça veut dire nazi? Parlez fort. Hein? National-socialiste. Oui, c'est exact. Nazi, ça veut dire national-socialismus. Donc, c'est un parti où les deux termes sont louables, et national et socialiste. Et voilà ce qu'on a fait du nazisme, ce qu'on a pu faire. Donc il faut faire attention, nous sommes à la veille des élections, méfiez-vous des extrémistes, des partis extrémistes, qu'ils soient de droite ou de gauche, il faut les condamner, parce qu'ils sont faux, il faut s'y opposer, et il faut voter au centre. Voilà. Je n'ai rien dit. Il faut voter comme on veut. Oui, bonjour. C'est juste une question pour savoir si vous avez dit tout à l'heure que pour vous, la religion ou Dieu s'était envolé avec la fumée. Vous n'avez plus jamais retrouvé cette religion? C'est vrai. Le peu de Dieu que j'avais de par mon éducation jusqu'à l'âge de 13 ans est parti avec la fumée. Et parce que si Dieu existe, il ne pouvait pas assister à ce qui s'est passé entre 39 et 45, ou entre 33 plutôt et 45. Et donc, ce n'est pas possible qu'un Dieu puisse assister et confirmer de ce qui s'est passé pendant le Shoah. Alors, il faut être croyant. Il y a des gens qui sont restés croyants, c'est vrai, mais ce n'est pas mon cas. Je ne peux pas y adhérer. C'est plus fort que moi. J'aimerais vous demander, merci pour votre témoignage, j'aimerais vous demander si vous n'avez pas été tenté de suivre le rêve de votre frère et de partir en Israël, de quitter l'Europe pour Israël. Non, ce qu'il faut dire, c'est que, premièrement, c'était quitter l'Europe. Et les gens ont quitté l'Europe pour l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, les États-Unis et Palestine, bien entendu, etc. En ce qui me concerne, le choix a été facile en ce sens, c'est que je voulais aller sur les traces de mon frère. Et je voulais accomplir ce que mon frère voulait accomplir, que les nazis ne lui ont pas permis parce qu'ils l'ont assassiné sauvagement en 1940. Et par conséquent, j'ai dit, je vais aller sur sa trace. D'ailleurs, là-bas, j'ai retrouvé ses camarades à lui qui sont partis en 1938 en Palestine, qui étaient là-bas depuis 1938. Et par conséquent, c'était pour moi un devoir personnel d'abord de quitter l'Europe et deuxième devoir de suivre la voie de mon frère. Et qui était pour moi, c'était pas, c'est de suivre, c'est-à-dire je suis devenu membre d'un kibbutz, je n'ai jamais été en ville, et puis j'ai travaillé la terre, ou bien j'étais dans le bâtiment en hiver, quand on ne pouvait pas travailler la terre, mais en tout cas j'ai fait ça pendant 7 ans. Voilà. Et en rentrant, il fallait tout recommencer, il fallait faire le bachot, il fallait trouver des solutions, ce qui n'était pas facile, mais on le fait, même avec un décalage. Et pour vous donner une petite précision, c'est que quand j'ai commencé mes études de médecine et de chirurgie surtout, j'ai fait enlever mon numéro de tatouage
Pourquoi? Parce que ces numéros, j'étais décalé avec mes camarades d'études d'une dizaine d'années ou une quinzaine d'années. J'étais plus âgé. Et puis, ils me demandaient qu'est-ce que c'était ces numéros. Est-ce que c'était le numéro du téléphone de ma copine que j'ai noté là pour ne pas l'oublier. Et il est évident, je n'avais pas envie à l'époque de leur parler de ma déportation et de mon tatouage de la déportation à Auschwitz. Et c'était afin d'éviter, parce qu'il y avait autre chose aussi, c'est que nos patrons de l'époque, eux, ils savaient ce que c'était le tatouage, parce que certains d'entre eux étaient en communion avec les régimes nazis qui existaient, eh bien, le régime des Vichy, si vous voulez, et ils savaient, et ils avaient une tendance, après la guerre, de s'apitoyer sur des gens qui avaient des tatouages. Les pauvres, ils ont souffert, etc. Et moi, j'ai détesté cette attitude de compassion et donc j'ai décidé de faire enlever les numéros et je l'ai enlevé. Et je l'ai enlevé dans l'intention, première, de ne pas l'avoir sur moi, mais les garder comme témoignage à transmettre à mes enfants. Et j'avais même annoté sur les bouts Vous voyez, ma fille avait fait la photo de mon tatouage qui a été enlevé, la première couche avec les numéros B75-72. Elle a fait une photo, heureusement j'avais cette photo, et cette photo, je l'avais destinée à mes enfants. Comme étant un témoignage, j'avais écrit, je vous lis ce que j'avais écrit à l'époque. J'avais écrit B75-72, mon numéro tatoué après la sélection au travail à Auschwitz-Birkenau en août 1944. C'est bon pour le travail et non pour le four crématoire, a été enlevé chirurgicalement au début de mes études de médecine en 1956-1957. Ce parchemin doit être conservé par mes enfants pour constituer un témoignage de ma déportation au cours de laquelle ont péri sauvagement leurs grands-parents paternels. À eux de transmettre cette mémoire à mes petits-enfants, où qu'ils soient, et peut-être aussi aux générations suivantes. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Malheureusement, il ne me reste que la photo parce que l'original m'a été volé lorsque j'étais dans un centre où je faisais du sport à la place d'Italie. On m'a volé la veste avec le document et avec tout avec, et je ne l'ai pas retrouvé. Et donc, j'ai que la photo. Et à propos de ces numéros, il y a un film qui a été fait par Sophie Brodier, un film qui s'appelle « Ellie et nous », où elle explique, si vous pouvez le trouver sur Internet, c'est Agathe Film, Ellie et nous, où j'explique exactement le problème de mon tatouage et de l'enlèvement du tatouage. Si vous pouvez le trouver, Agathe Film, Ellie et nous. Voilà. Voilà, j'avais juste aussi une autre question dans vos relations sociales. Est-ce que le fait que vous ayez été déporté a beaucoup impacté votre vie sociale juste après, enfin vos relations, votre facilité à parler avec les gens juste après 1945? Non, je ne cherchais pas. J'essayais. Ce que je pensais à mes parents, c'est qu'ils auraient voulu que je fasse ma vie la plus normale possible, à savoir avoir une profession, avoir une famille, avoir des enfants, des petits-enfants et tout ça. Et je ne pensais qu'à cela. Et oui, je ne voulais pas mêler ma déportation tout le temps là-dedans. C'est pas éliminé, c'est pas oublié,
mais il faut vivre sa vie et continuer à vivre encore un peu. Il me reste encore un peu, de 39 à quelques... 120 ans. 120 ans, voilà. Merci beaucoup. Il y a une question qui est un peu personnelle et qui me tient à cœur, c'est comment on vit sans colère? Comment on peut revivre sans colère, sans rancœur, sans haine, après tout ce que vous avez pu vivre? Le problème, c'est aussi un problème individuel. La haine, ce n'est pas quelque chose qu'on commande. D'excuser quelque chose et la haine, il y a une différence. Premièrement, d'excuser, il n'est pas question d'excuser les générations qui ont trompé dans le nazisme pendant la guerre ou avant ou après la guerre, mais c'est de respecter. On ne peut pas, toutes les générations allemandes, par exemple, qui ont succédé après la guerre, on ne peut pas les incriminer des crimes de leurs arrière-grands-parents ou de leurs grands-parents. Ils ne sont pas responsables de ça. Il faut les considérer comme des gens comme tout le monde. C'est tout. Et la haine, il faut la effacer de soi-même. Parce que la haine n'est pas quelque chose de confortable, il n'est pas quelque chose qui aide. Elle ne conduit qu'à des gestes parfois irresponsables et inexcusables. Voilà, j'ai aussi une autre question. Quand vous étiez dans le camp d'Auschwitz et quand vous ne travailliez pas, comment avez-vous fait pour vous évader? Ou est-ce qu'à ce moment-là, vous avez eu un meilleur ami ou quelqu'un sur qui compter dans cette vie qui a été de déporter? On ne peut pas parler de relations ou des amis, c'est vrai. On peut aussi, il faut dire, dans les camps, on parlait peu, mais le peu qu'on parlait, on parlait de nos souffrances. C'est comme ça, 50 ans après, on s'est rencontré avec quelqu'un, j'ai rencontré quelqu'un parce que les gens qui ont été libérés à Buchenwald se réunissaient tous les 5 ans, ceux qui sont vivants, se réunissaient à Jérusalem tous les 5 ans pour se rencontrer le 11 avril. Et c'est comme ça, au cours d'une comme ça, et quelqu'un est venu me voir, tu me dis, tu ne me reconnais pas? J'ai dit non, écoute, on ne s'est pas vu depuis 50 ans, je ne te reconnais pas. Je sais qu'on a été ensemble à Buchenwald, mais je ne te reconnais pas. Il me dit, moi je te reconnais. Pourquoi tu me reconnais? Il me dit, on a couché sur la même paillasse à Buchenwald ensemble, et une nuit, tu m'as raconté comment ton frère a été assassiné. Et c'est comme ça, il m'a reconnu, et il s'est rappelé ce que je lui ai raconté 55 ans en arrière, au camp de Buchenwald. Voilà. Tout. C'est comme ça. C'est comme moi, je me rappelle maintenant, 80 ans après, je vous signale, 80 ans, que j'ai eu 13 ans, ce que ma mère m'a dit il y a 80 ans. Ça sonne dans ma tête et dans mes oreilles comme si c'était aujourd'hui, et pourtant c'était il y a 80 ans, et j'avais 13 ans. De sorte que la mémoire, c'est quelque chose de très variable. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous êtes revenu à Auschwitz? Qu'est-ce que j'ai ressenti? Il faut dire, quand je suis retourné la première fois, j'ai ressenti une grande douleur, mais le fait d'être avec... On était 6 anciens déportés, avec nos grands-enfants, d'être avec eux là-bas était une chose qui nous soutenait beaucoup. Et c'est comme ça on a voyagé avec un minibus et on a pu visiter les autres camps qu'on ne connaissait pas, on ne connaissait que de nom après. Voilà. Mais c'était un voyage extrêmement douloureux, et d'autant plus qu'il y a encore
des Polonais ne comprenaient pas ce qu'on venait faire là-bas, qui n'était pas facile à supporter non plus. Et ça a été il y a combien? Il y a 25 à 30 ans. Mais en tout cas, il se trouve qu'après ce premier voyage, j'avais décidé de prendre mes petits-enfants à l'âge de 15 ans. Et en plus de cela, peu de temps après, on m'a téléphoné de Lozé en me disant que l'aumônier israélite de l'armée de l'air organise un voyage à Auschwitz et le déporté qui doit l'accompagner est tombé malade, hospitalisé d'urgence. Est-ce que tu peux le remplacer? Et j'ai dit à cette personne, d'ailleurs, qui m'a écrit il y a quelques jours un message pour mon anniversaire, et j'ai dit, Nathalie, écoute, Auschwitz, j'en ai assez, je ne peux pas, j'y vais déjà mes petits-enfants, je suis déjà allé, et je ne vais pas retourner. Et en lui disant ça, j'ai dit, comment un aumônier veut amener un groupe à Auschwitz, et toi, tu ne vas pas l'accompagner? Un camarade à toi qui est tombé malade, tu ne le connais pas, c'est vrai, il est à l'hôpital et tu ne veux pas le remplacer? J'ai dit non, Nathalie, donne-moi l'adresse et le nom de l'aumônier, j'irai le voir. C'est comme ça, je suis allé le voir et j'ai trouvé Chaim Korsia, qui est actuellement le grand rabbin de France. Je l'ai retrouvé, je vais faire connaissance, ça fait plus de 20 ans maintenant. Et c'est comme ça, on a fait un voyage avec lui, qui est un voyage écuménique, parce qu'il emmène avec lui toutes les religions. Il y a toujours un imam, un pasteur, un curé, il y a toutes les religions écuméniques. Et il amène aussi de jeunes, au moins une centaine de jeunes, des grandes écoles ou autres. Et il amène aussi des politiques, des médecins, etc. Et il fait un voyage par an, comme ça, et je l'ai accompagné cette année, le 9 décembre, avec ces voyages aussi. On a fait un voyage d'une journée, on est parti à 5 heures du matin, et on est rentré à 1 heure du matin, le soir même, voilà. Et ces voyages, je les fais avec lui, et il m'a promis, il m'a dit qu'il ne voulait pas partir sans moi. Il dit, si je ne suis pas là, il continuera quand même à organiser ses voyages. Voilà. Écoutez, donc je voudrais vous remercier pour votre témoignage qui était très touchant. Et si j'avais une question, c'est quand vous étiez dans le train, du coup, quand vous partiez du ghetto, comment vous faisiez pour supporter l'idée de voyager vers un endroit où vous ne saviez même pas où vous alliez, de supporter un peu de voyager vers un endroit que vous connaissiez même pas, une destination inconnue, dans des conditions assez misérables. Et comment on supportait? On supporte, on est obligé. Le problème, c'est comment ne pas mourir, c'est tout. On ne pense pas à des choses. Vous savez, le problème est de savoir si on peut boire un peu d'eau qui est là, si elle est buvable, et puis si on peut respirer un peu d'air, qui a juste une petite lucarne grillagée où il y a un peu d'air qui rentre. Et comment faire pour que l'air profite aussi aux autres, c'est tout. Mais on ne pense pas à grand-chose. Ce qu'on pense, c'est à tenir le coup, à survivre, c'est tout. Bonsoir, merci pour votre témoignage. Donc ma question serait, quelles sont les qualités pour survivre dans des situations aussi extrêmes que la vôtre? Et quelles sont les qualités pour revivre, voire vivre très bien comme vous l'avez fait? Merci. Je ne sais pas s'il y a des qualités particulières. Le problème, c'est penser autour de soi. Penser que les gens avec lesquels vous vivez, qu'est-ce qu'ils sortent, comment faire pour les aider, pour les soulager, et ne pas tromper tout le temps dans le passé douloureux.